Christophe de Beukelard, bonjour. Merci Bonjour, d'être avec nous sur Grand Angle Crypto. Merci de ton invitation. Bah non, c'est toi qui m'as invité. Ici, ouais. Je m'attendais pas à ce que tu m'interviewes. Ah bah moi, je préviens pas. Moi. L'idée, alors tu vas nous expliquer ce qu'on fait ici et qui tu es exactement. Et où on est. Ouais, où on est. Alors, je commence par quoi? Eh ben, où on est, pourquoi et qui es-tu? Ok. Ici, on a la Brussels Blockchain Week, donc au centre de Bruxelles. Et donc, c'est une semaine dédiée à la crypto, au métavers, au NFT, tout ce qui touche de près ou de loin au Web3. Et donc, on a 2 jours de conférences, dont d'ailleurs, tu es un des orateurs sur plusieurs scènes. Et puis, on va avoir de mercredi à samedi, donc tout le reste de la semaine, tous des petits événements organisés par tout l'écosystème belge, des formations, des hackathons, des initiations, pour essayer d'éveiller les Belges, les gens qui vivent à Bruxelles un peu plus au Web3. Et donc, j'ai lancé ça avec un ami entrepreneur, Raoul Hulens, qui a tout le côté technique et moi, j'ai plutôt la vision politique. Et donc, lui, il essaye de ramener tout le monde entrepreneurial, tout le monde vraiment tech du Web3. Et moi, j'essaie d'amener plus les corporations, les grandes entreprises, le monde politique, pour essayer qu'ils se rencontrent lors de cette semaine et pour essayer de faire avancer le Web3 en Belgique et en Europe, parce que Bruxelles, capitale de l'Europe, donc l'idée, c'était de faire ça, d'utiliser Bruxelles, la marque Bruxelles, pour toucher tout le monde régulatoire européen aussi. Donc, capitale de l'Europe, tu sous-entends que l'Europe est un pays développe? Oh là là. Oh le piège. Oh le piège. Mais qui es-tu en fait? Voilà, parce que... Alors moi, je m'appelle donc Christophe de Beukelard, j'ai 34 ans et là, je suis député au Parlement bruxellois. Donc la Belgique est un pays complexe, il y a plusieurs parlements, donc je suis au Parlement bruxellois. Et je m'occupe principalement des sujets climat, mobilité, finance, gouvernance. Et de là, ça m'a amené aussi toutes les finances budgétaires et toutes les questions financières en général, et ça a commencé à me passionner quelques années. Et donc là, je suis très fort sur les sujets aussi liés à la crypto en général. Alors comme la plupart de l'audience, je pense, connaît pas tout à fait la politique belge, quel est le nom de ton parti? Et sur un degré extrême gauche, centre, droite, extrême droite, tu te situes où? Voilà, donc le nom du parti, c'est Les Engagés. Donc on vient de changer de nom. On était le parti sans doute qui a géré le pays pendant des décennies et puis qui a perdu beaucoup de voix ces dernières années, comme beaucoup de partis traditionnels. Et donc c'est au centre. C'est vraiment un parti humaniste sur le centre de l'échiquier politique. Parce qu'en gros, la Belgique, arrête-moi si je dis des bêtises, mais c'est pas très clivé gauche-droite, c'est plus parlementaire et c'est plus... Exact. On n'a pas de système majoritaire, donc c'est un système à la proportionnelle. Donc on est tout le temps dans la recherche du compromis et donc voilà, ça en fait un pays assez stable, parfois un peu lent à certains égards, mais et donc oui, il n'y a pas un très très grand clivage, quoique maintenant au nord du pays, l'extrême droite prend quand même un peu de place. Et puis on a aussi un parti le PTB, Parti travailliste belge, c'est un peu comme à la Mélenchon, une gauche bien assumée, quoi. Donc en gros, on peut dire que ton parti, c'est un parti de compromis entre guillemets à chaque fois avec les divers. C'est un travail parlementaire constant et c'est plus la culture du compromis que la culture jupitérienne, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, alors là, chez nous, il y a aucun Jupiter. Tout le monde aimerait être Jupiter, mais personne personne n'y arrive. Voilà, personne n'a le fauteuil. Ouais, donc c'est parfois frustrant. Et en même temps, on voit aussi que ça permet de créer le consensus en permanence. Et donc, d'avoir en fait, finalement, moi je suis au centre. Finalement, la gauche et la droite, ils essaient de s'entendre et ils doivent toujours décider au centre. Donc finalement, c'est toi l'arbitre au final. Finalement, c'est moi qui décide. Et si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pas pour parler politique, mais il faut situer le personnage. Ouais. Mais il y a... Alors c'était quoi? C'était en janvier 2022 que tu as fait ça, où tu as annoncé sur une vidéo qui fait une 50aine de secondes allez les gars, YOLO. Maintenant, ça y est, je convertis tous mes salaires en Bitcoin. Alors tu vas nous expliquer, parce que tu as dit je serais payé en Bitcoin. A priori, comme t'es politicien, t'es payé par l'État. Ouais, ouais. Est-ce que l'État fait des chèques en Bitcoin? Je sais pas, on va voir. Et ou alors, est-ce que c'est une démarche personnelle de dire, à chaque fois que je touche de l'argent, je le convertis, quoi. Ouais. Si l'État belge faisait un chèque en Bitcoin, je pense que tu déménagerais direct, non? Tu viendrais t'installer à Bruxelles. Non, malheureusement, en effet, j'ai tenté, j'ai contacté le Parlement, mais c'était pas possible. Donc, ils savaient même pas me virer mon salaire sur un compte à l'étranger. Donc, ça, je suis en train d'arranger maintenant. Un compte à l'étranger? Ils pouvaient pas me l'envoyer directement sur une plateforme d'échange, quoi. Il fallait passer par un compte belge, un compte bancaire belge, quoi.
Et donc, du coup, ils m'envoient le salaire tous les mois. Et moi, je le convertis en Bitcoin chaque fin de mois. Et intégralement, et je le garde en Bitcoin, je fais pas de staking, je fais rien du tout. Je le mets en Bitcoin et je le garde comme une réserve de valeur et on verra ce que j'en fais dans un an une fois que c'est terminé. Et c'est là que ça devient marrant. En janvier 2022, le Bitcoin, il était à quoi? 50 000? Ouais, 45? je pense qu'on devait être autour des 50. Ouais. Ouais, 45. Ça se passe bien, la vie en Bitcoin? Ouais, je me prends évidemment, je me fais charrier sur Twitter en permanence, mais c'est plutôt amusant. Bah écoute, bon déjà c'est une des bases de la connaissance financière, c'est-à-dire que si tu convertis ton salaire tous les mois, tu lisses un peu ton risque. Donc ça c'est déjà quelque chose que les gens, quand je leur explique, ils disent « Ah oui !» En fait, donc déjà là, c'est intéressant parce que ça permet de faire de l'éducation à toute petite échelle. Mais donc oui, évidemment, là, ça a fort chuté. Maintenant, si je l'ai fait, c'était pour démontrer ma confiance dans l'écosystème. Et si je suis cohérent avec moi-même, autant je ne m'excite pas quand ça atteint des sommets, autant je tremble pas quand ça tombe. On regarde ça sur le long terme. Donc, voilà. Ouais, en termes d'excitation, là, tu risques rien, on est bon. mais ce que je veux dire par là, c'est que se faire verser son salaire en Bitcoin, ça sous-entend que tu payes tes courses en Bitcoin. Donc, en gros, c'est quoi? T'as une carte bleue Binance ou une carte bleue je sais pas quoi qui permet de payer Donc, ouais, j'ai ça aussi. Mais j'ai aussi épargné pour pouvoir faire ça pendant un an parce que j'avais vraiment envie de poser cet acte politique depuis un moment. Et donc, pour l'instant, j'ai pas besoin de grand chose pour vivre. Moi, en plus, je vis en colocation, je suis très bien, je voyage pas beaucoup. et donc voilà, pour l'instant, je vis pas spécialement sur ce salaire-là. D'accord, donc c'est vraiment un geste politique parce qu'en fait, ça nous ouvre le sujet du est-ce qu'on peut vivre en Bitcoin, c'est-à-dire qu'on dit toujours Bitcoin est une monnaie. Et même nous, chez Grand Angle Crypto, on a un peu un axe en disant Bitcoin, c'est la monnaie et c'est un bien commun. S'il y a bien un bien qui est commun, c'est Bitcoin, avec l'or, avec l'eau, avec l'air, avec un tas de choses. Et puis le reste, c'est ce qu'on appelle les alt. Et ça, c'est marrant parce qu'on appelle les deux crypto-monnaies alors que ça n'a pas grand-chose à voir. Les autres, c'est des projets d'entreprise. On a la fondation machin chouette, truc bidule muche qui ils ont des idées formidables. Et puis c'est comme c'est la vie entrepreneuriale. Et là c'est du venture capital, c'est de l'art, c'est tout un tas de choses mais c'est c'est privé. Tout ça est privé pour la peine. Et quand on dit Bitcoin est une monnaie, un or 2.0, la question c'est, toi qui es un député pro-crypto, puisque tu te coupes un bras en ce moment pour le montrer, mais ça remontera. Ça repoussera, c'est pas mal ça. Comment est-ce que tu peux expliquer à tes collègues ou à des gens normaux, c'est quoi le projet Bitcoin pour la population ? Pour moi, le projet Bitcoin pour la population, c'est le projet d'un monde financier un peu plus transparent, un peu plus équitable, un peu plus juste. Donc, c'est essayer en fait, allez, peut-être t'expliquer comment je suis rentré là-dedans et ça permet de répondre à ta question. D'abord, je suis rentré là-dedans comme un peu tout le monde. En 2017, je mettais un peu d'argent dedans parce que j'entendais qu'il y avait moyen que ça monte. C'était juste un projet financier. C'est devenu un projet politique quand je me suis rendu compte qu'on était dans un monde financier un peu malade. Inéquitable. Et moi, je viens d'une famille relativement aisée, donc je pense que j'ai toujours profité un peu de ce système-là. Alors, malade, ça veut dire quoi ? Précise, de quoi on parle ? Pour moi, c'est un système financier qui, déjà, où tout le monde n'a pas accès. Donc, on dit toujours 2 milliards de personnes débancarisées dans le monde, mais c'est aussi dans nos pays. Il y a des sondages qui sont sortis récemment où on expliquait qu'il y avait plus de gens qui avaient de la crypto que d'actions. Hein. Mais quand tu regardes le nombre de gens qui ont des actions, ça fait toujours pas 10%. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même toute une série de personnes qui ne participent pas à ces échanges financiers sur les marchés mondiaux, quoi. Donc, ça veut dire que il y a quand même une sorte d'éloignement entre le marché financier qui peut créer la richesse, des échanges, qui peut favoriser la création de richesse et la majorité de la population qui n'y a pas vraiment accès, quoi. Et donc, il y a ça, il y a évidemment les actifs financiers pourris dont plus personne ne comprend ce que ça veut dire. Il faut un bac plus 15 et encore, il faut 15 personnes dans la salle pour nous expliquer en fait ce qu'il y a derrière. C'est la déconnexion entre le monde financier et le monde économique réel. Hein. On voit, ça peut être le marasme économique dans un pays ou sur un continent et en même temps, on peut voir les bourses exploser. Donc, on sent bien. Et alors, c'est aussi...
en fait, face à ça, face à ce monde financier injuste, inéquitable, ou en tout cas pas tout à fait juste, pas tout à fait équitable, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Et la gauche fait la guerre à l'argent, dit que l'argent sert à rien, que tout ce qui touche à l'argent c'est pas bon. Et la droite, elle va rien dire, elle va rester par confort ou par inconscience, je sais pas, mais un peu en retrait de ce sujet-là. Et moi, comme humaniste, je me dis plutôt comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer ce monde financier. Et là, je pense que Bitcoin c'est des gens qui m'ont ouvert les yeux là-dessus, parce qu'au début, on se rend pas compte. Comme je te disais, moi, j'étais un peu dans cette inconscience de cette problématique. Mais j'ai un mentor qui m'a ouvert les yeux. Je suis entouré ici, Raoul Hulens, dont je te parlais, avec qui j'organise cette week. Et c'est un technicien de tout ça, donc il m'a vraiment beaucoup aidé à comprendre les choses. Et j'ai vu qu'en fait, Bitcoin et tout après les projets qui se construisent autour peuvent venir équilibrer ce marché financier, peuvent venir faire une sorte de contre-pouvoir par rapport au pouvoir monétaire en place, quoi. Et donc, Bitcoin, c'est quoi, pour bien comprendre? C'est la décentralisation du monde financier. Donc, ça permet de reprendre pouvoir soi-même sur ses actifs financiers, sur sa monnaie, mais surtout sur sa réserve de valeur. On n'a plus besoin de faire confiance à quelqu'un pour gérer sa réserve de valeur, pour gérer son argent. Et ça change tout fondamentalement les choses, parce que du coup, l'information, tu la gardes pour toi, l'information, tu la maîtrises, et il n'y a pas quelques acteurs qui s'accaparent le pouvoir sur cette valeur et sur cette monnaie. Et donc, je pense que ça, c'est un grand changement. Moi, je suis pas contre le système financier traditionnel. Je pense qu'il va continuer à vivre. Je pense qu'il va continuer à avoir une place, parce qu'il a ses avantages aussi. Ça permet de piloter, ça permet de mener certaines politiques. Mais il a des grands désavantages, manque de transparence, l'information n'est pas répartie de manière équitable, c'est pas très accessible, etc. Et Bitcoin a les qualités des défauts de l'autre, et ça permet, à mon avis, si on va vers plus de dialogue et on reste pas avec des institutionnels qui restent dans leur coin et des entrepreneurs tech qui veulent pas, qui crachent sur le monde financier, ça va pas marcher comme ça. Il faut plus de coopération, il faut qu'ensemble on se parle et que petit à petit on aille vers un monde financier plus juste. Alors justement, dans tout ce que tu nous dis, qui est très intéressant, je vois deux sujets. Il y a la monnaie d'un côté et le monde financier de l'autre. Et la troisième chose, c'est que tout ça, il y a des points de contact. Voilà, donc c'est pas aussi clivé que ce que je viens de dire. Mais sur la finance, là, on est quelque part, on va peut-être parler plus de DeFi, de finances décentralisées, qui va permettre de créer un réseau parallèle au système financier et bancaire. Et puis, effectivement, il y aura sûrement des allers-retours avec une espèce de tendance oscillatoire là où les deux vont se parler via leurs clients. Bon. Ça, c'est une chose, et ça concerne beaucoup les alts aujourd'hui, parce que il y a pas de DeFi sur Bitcoin, à mon grand regret. Et puis, il y a donc ça, on va y venir après. Et puis, il y a la monnaie, où là, on est plutôt aujourd'hui sur un or 2.0 avec Bitcoin, mais qui a la particularité d'être un système de paiement beaucoup plus efficace que l'or et beaucoup plus pratique. Mais voilà. Et sur la monnaie, les sujets, par contre, sont pas abordés de la même façon. Quelle est la connaissance sur la gestion de la monnaie? J'avais un député, Pierre Persson, qui me disait que les députés en France s'occupaient pas trop de la monnaie parce que c'était le truc de la BCE et chacun ses sujets, quoi. Comment toi tu comprends ces histoires de création monétaire, d'impôts différés dans le temps, qui est la création de monnaie, l'inflation? Comment tu comprends ces phénomènes, et comment tes collègues autour de toi, qui sont peut-être moins sensibles au sujet monétaire, parce que en général, les bitcoiners, ils sont plutôt accros à la monnaie. Vous avez 4 heures. Voilà. Comment la monnaie rentre dans les sphères des parlements à Bruxelles, parce que je crois qu'il y a 4 chambres. C'est un truc. Ouais, on va pas rentrer dans le détail. Mais voilà. Bon, c'est complexe dans tous les pays. Comment ça se passe, la monnaie et les parlementaires chez vous? Mais donc, il y a je pense que les politiques font plusieurs erreurs aujourd'hui. Ils s'occupent beaucoup du quotidien, du jour le jour, de comment est-ce qu'on organise le trafic sur les routes. Combien de personnes en sont entrées dans le stade de foot? Voilà, ce genre de choses. Est-ce qu'on peut mettre un voile ou pas à tel endroit? Enfin, voilà, beaucoup de choses qui sont très intéressantes, mais il manque de vision, il manque de lever le regard. Et moi aussi, au début, on est accaparé par le quotidien. Et ça demande un effort de se dire, OK, en fait, c'est quoi le futur, et essayer de se mettre sur des projets un peu plus long terme. Ça, c'est un. Deuxième erreur, et donc, ils ne s'intéressent pas à toutes ces questions monétaires. Ça, la question,
est très clair, c'est jamais un débat qui est abordé dans les couloirs des parlements, c'est jamais un débat qui est abordé à l'intérieur de nos partis, c'est pas quelque chose dont on discute, c'est pas quelque chose dont on a une connaissance. Et la deuxième chose, je pense que les parlementaires, en général, le monde politique n'est pas assez humble par rapport à ça. C'est qu'à un moment donné, on croit tout savoir, mais en fait, on ne sait rien. Et donc, il faut en permanence se renseigner, en permanence se former. Moi, j'ai commencé à le faire ici sur la question monétaire, mais il y a d'autres sujets. Moi, j'essaie de ne pas m'exprimer sur tout. J'essaie de m'exprimer là où j'ai l'impression d'avoir une pertinence. Et donc, je pense que c'est ça qu'on doit apprendre. Et alors, troisième chose, ils ont peur. Enfin, ils ont peur. Il y a un rôle, en politique, on a dévié vers un système où on essaie toujours de protéger. On a toujours peur d'aller à la faute. C'est aussi lié aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on a peur à un moment donné de se faire lyncher. Moi, si vous voyez un peu les messages que j'ai reçus avec mon truc sur Bitcoin, bon, on peut plus dire son avis, quoi. Hein. Mais donc, qu'est-ce qu'on te reprochait sur Bitcoin, de convertir ton salaire en Bitcoin? Oui, que j'étais un anarchiste. C'est tout le un anarchiste centriste. Anarchiste centriste. C'est un nouveau mouvement, ça. Tiens, un truc. Mais donc, c'est ce manque de vision long terme, ce manque de prise de risque par rapport à certains sujets fait en sorte que il y a des sujets qu'on n'aborde pas. Et toute la question monétaire est complètement... on a l'impression que c'est pas notre sujet. On a l'impression que c'est Christine Lagarde et que c'est pas nous. Et donc ça, c'est un vrai problème. Moi, comment je vois les choses, c'est plutôt... Ouais, non. Oui, c'est ça. Ouais. Non, moi, comment je vois les choses... Je pense qu'il n'y a rien à faire à partir du moment où tu donnes le pouvoir d'impression monétaire à quelqu'un ou à un groupe de personnes. À un moment donné, il y a une dérive. Au début, on le fait en essayant de gérer l'inflation et on se dit c'est intéressant, ça permet d'un peu piloter et on le fait avec beaucoup de bonnes intentions. Et puis, c'est pas que les intentions deviennent moins bonnes, mais petit à petit, les choses deviennent plus difficiles et on est incité à tricher. Alors tricher, c'est pas comme j'ai dit, c'est pas pour essayer de faire du mal, c'est simplement parce que on est un peu démunis, on voit certains systèmes économiques, certains phénomènes économiques qui se passent et du coup, par exemple, on imprime beaucoup de monnaie pour essayer de sauver la mise et puis après on se retrouve avec un tas de monnaie, on sait plus comment faire. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans Bitcoin, c'est que c'est un code informatique neutre, mathématique, qui où en fait on désaffective la monnaie. Et c'est plus l'homme avec ses qualités, mais aussi ses défauts et ses tentations qui le gère. C'est un code informatique qui est le même pour tout le monde, accessible avec la même information pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est ça que je trouve intéressant là-dedans, tu vois. Et pourquoi la monnaie devrait être sanctuarisée? Pour bien creuser, parce que... Je suis d'accord, hein, mais... Comment ça, sanctuariser? L'idée, ce que tu viens de dire, c'est que la politique exerce son pouvoir au travers d'un certain nombre d'outils, mais la monnaie ne doit pas en faire partie. Mais c'est parce que ce que tu as dit en introduction, c'est-à-dire c'est un bien commun. Enfin, ou en tout cas, ça touche tout le monde dans sa vie de tous les jours. Et une personne ne peut pas avoir un impact dessus. Donc, ça veut dire que tu es dépendant quelque part de la monnaie. Et donc, à un moment donné, il faut que ce soit géré de manière neutre et équitable pour tout le monde. Mais la loi, c'est un bien commun aussi. Pourtant, on va pas dépolitiser la loi, tu vois, ce serait compliqué. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que comme on est un très grand, et alors surtout maintenant de manière transnationale, c'est-à-dire qu'on essaye de s'organiser au niveau européen, si là, en fait, on voit que quand les groupes deviennent trop grands, je pense que ça, c'est aussi quelque chose que nous apprend le Bitcoin, c'est que quand les groupes deviennent trop grands, c'est difficile de travailler de manière centralisée. Parce que c'est difficile de prendre en compte tous les avis de tout le monde. Et alors, du coup, il y a des pressions qui se mettent en place et on voit qu'on n'arrive pas à un optimum. Donc, c'est un peu le constat que je fais aujourd'hui. Je pense qu'avec la monnaie, on est arrivé à un système qui dérape et Dieu merci, comme par hasard, apparaît quelque chose de nouveau qui a des propriétés intéressantes pour contrer ça. Donc, je pense que c'est pas par hasard. C'est phénoménal, ça. Hein. Et d'ailleurs, ça s'observe souvent quand un problème est ravageur, quand il y a un vrai sujet, la solution émerge. En général, la solution est même déjà là avant que le problème émerge, je pense. Mais on s'en rend pas compte. Mais c'est assez fou quand même quand on y réfléchit. Parce que, effectivement, Bitcoin, s'il réussit, c'est pas anodin, quoi. Ça, c'est que ça répond bien à quelque chose. Et tout le monde le dit. Enfin, Bitcoin est fait pour les situations qu'on va connaître dans les décennies à venir. Donc l'idée, est-ce que tu es d'accord si je dis que l'idée de sanctuariser la monnaie par rapport aux politiques, c'est de dire qu'il y a des leviers d'action qui sont suffisants par ailleurs, comme la loi, l'impôt, la justice, enfin tous les moyens de gérer un pays, mais que la monnaie, globalement, si on y touche,
on commence à bouffer les murs de la maison parce qu'on le fait pas de façon... c'est jamais discuté au Parlement, c'est jamais... voilà. Je pense qu'en fait, l'histoire un peu l'a montré. Moi, je suis pas un économiste aguerri, mais on m'a expliqué que souvent, les monnaies perdent toutes les monnaies perdent leur valeur au cours du temps. Et donc, à un moment donné, c'est QFD. L'euro a paumé, je sais plus, c'est 30 ou 40% de sa valeur depuis 2000. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, c'est... Et le dollar, quoi, je pense, j'avais lu à 5% de sa valeur initiale. On compte plus. C'est des pouillèmes maintenant. Ouais, voilà. Et donc, c'est la preuve. Mais après, il y a des gens qui pourraient te dire, le fait que le dollar perde de sa valeur, c'est bien parce que comme ça, les gens, ils doivent dépenser leur argent, le faire tourner. Et celui qui conserve, qui garde, on va dire, l'avare là, de Molière, il se retrouve plumé à la fin parce qu'en réalité, il a pas partagé. Enfin, il a pas joué le jeu. C'est pas qu'il a pas partagé, c'est qu'il a pas joué le jeu commun. Ouais, je pense que ça peut s'entendre à un certain point, et c'est sûr que, comme je dis, je pense que la façon d'organiser les choses, tout n'est pas à jeter, il y a peut-être des choses intéressantes, mais je pense quand même que sur le long terme, on a plus à perdre qu'à gagner. En termes de régulation, on parle beaucoup de régulation en ce moment, avec MiCA, avec la loi transfert de fonds, etc. Et il y a deux choses. Il y a la première, on t'en a parlé tout à l'heure, c'est de dire que les personnes qui interviennent sur ces sujets au niveau législatif n'ont pas forcément les connaissances minimum pour éviter de dire trop de bêtises. Et ça, moi, je veux dire, si on me demande de faire une réglementation sur les papillons, c'est mort, quoi. Je veux dire, j'y connais rien. Enfin, voilà, c'est... Bon, il y a ça d'un côté, mais ça peut se soigner en informant, en faisant de l'information. Et puis l'autre sujet, c'est au final, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est quoi réglementer Bitcoin? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre? Donc c'est une bonne question, parce que je pense qu'en tout cas le but des législateurs ici, je pense que ça a été un peu le traumatisme Libra, où ils se sont dit attention, monnaie privée, on va complètement se faire dépasser, qui se sont dit il faut absolument, ça a été un peu en réaction en fait, essayer de réglementer tout ça sans avoir un objectif clair. Moi je pense que... Et quelle était leur crainte avec Libra quand tu dis ils ont eu peur avec Libra justement? De quoi ils ont eu peur? Il faut aller leur demander, mais je pense que c'est la perte de pouvoir. Je pense que la perte de pouvoir, le fait que une entreprise privée allait avoir un impact, un pouvoir démesuré sur un grand nombre de citoyens. Je pense que c'est ça, et ça peut se comprendre. Mais je pense que ce qu'il faut essayer de rechercher, c'est une certaine protection quand même du citoyen. C'est-à-dire qu'en effet, éviter qu'il se fasse arnaquer, éviter que quand il met toutes ses économies à un endroit, d'un coup, il puisse se le faire avoir sans qu'il se soit vraiment rendu compte des conditions à laquelle il les mettait, etc. Donc je pense qu'il y a un aspect protecteur qui est intéressant. La question, c'est où tu mets le curseur. Et donc là, par exemple, avec TFR, c'est vraiment essayer... Là, on va trop loin, parce que là, on considère chaque citoyen comme un suspect par rapport à ce qu'il fait, parce qu'on se dit, dès que tu as un peu de crypto, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, ça va trop loin, et je pense qu'on oublie un peu, à force de vouloir trop protéger, on oublie l'aspect liberté, quoi. Et donc, à un moment donné, c'est un trade-off entre les deux, il faut trouver un juste milieu, quoi. Parce que quand on dit protéger le particulier, c'est de quoi? Parce qu'en réalité, quelles sont les mesures qu'on prend pour protéger les gens du cash? Ouais, voilà, non, c'est clair. Donc, il y avait une super vidéo, tu sais, où tu voyais un bifton qui passait d'une prostituée à un vendeur de drogue, à un marchand d'armes, à je sais pas quoi, et puis qui se retrouvait chez le buraliste, et puis qui passait dans la main d'une petite fille qui venait prendre de sucettes. Comment... Pas mal. J'ai pas vu ce truc. Mais tu vois bien déjà que l'État, ils aimeraient bien éliminer le cash, un maximum, restreindre très fort le cash, parce qu'on est dans cette dynamique, pour l'instant, au niveau régulatoire, d'essayer de te contrôler un maximum. Et je pense que là, on est en train d'aller trop loin. En effet, le cash, aujourd'hui, il a son rôle. On doit pouvoir garder... Il faut continuer à défendre une certaine indépendance du citoyen et de la population par rapport à l'État. Et ça, aujourd'hui, c'est un concept qui est vraiment mis en danger. Alors pourquoi? C'est quoi l'intérêt d'avoir des déviants ou dans une société, ou alors, même sans avoir des déviants, c'est quoi l'intérêt d'avoir des rideaux aux fenêtres et d'avoir des toilettes avec des murs opaques? C'est qu'à un moment donné, c'est la liberté. C'est la liberté, il n'y a rien à faire, le regard des autres, à un moment donné, te restreint dans ta liberté. Donc tu dois pouvoir garder des espaces de liberté, sinon c'est le fascisme. Donc c'est ça qu'il faut éviter.
Mais si la loi est juste, pourquoi il faudrait garder des libertés ? Bah, moi, je partage pas ça. La liberté, ça, c'est sanctuarisé. Donc, c'est pas une question de loi juste ou pas. Parce que la loi qui sera juste pour toi, je la considérerais peut-être pas comme juste. Donc, à un moment donné, il faut évidemment des règles pour s'organiser en société. Mais on doit garder une certaine indépendance, une certaine liberté par rapport à tout pouvoir, d'ailleurs. En gros, là où je veux t'amener... Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'a plus tellement de liberté face au pouvoir monétaire en place aujourd'hui. On est obligé, si on veut fonctionner normalement en société, d'y être soumis. Et c'est là que ça devient intéressant d'avoir une certaine concurrence, certains contre-pouvoirs qui apparaît monétaire. Donc, ça vaut pour les lois, ça vaut pour la monnaie, ça vaut pour tout, en fait. En fait, là où je veux t'amener, c'est quelles sont les vertus du chaos. C'est-à-dire que l'ordre, le politique amène l'ordre à tous les étages, parce qu'il fait ce pourquoi il est conçu, à savoir faire des lois. Et en France, on en a on en a quelques-unes. Et globalement, est-ce que le chaos, c'est pas un contre-pouvoir qui empêche le politique de devenir fou, quoi ? C'est-à-dire de tout vouloir, je sais pas, genre on pourrait imaginer qu'il nous enferme chez nous pendant des mois, qu'il nous oblige à... On pourrait imaginer. Des trucs impensables, en fait. Et tu vois, quels sont à un moment, les gens disent, oui, mais si vous avez rien à cacher, où est le problème ? Je dis, bah, peut-être que le chaos, c'est bien. Une dose, quoi. Évidemment. Exactement, une dose de chaos, c'est bien, mais déjà rien que pour l'innovation. D'où vient l'innovation ? C'est quand il y a des imprévus, c'est quand on est face à des situations auxquelles qu'on n'attendait pas. Et c'est là qu'on devient créatif et qu'on invente des nouvelles choses. Donc, moi, je pense que c'est l'évolution de l'homme, en fait. Si on lui enlève cette part de liberté, cette part de chaos, on n'évolue plus. C'est un peu le problème de Minority Report. Tu connais le film ? Non, j'ai pas vu. C'est un film où globalement, au niveau de la loi, on est carré tout bien, et puis il y a même des flics qui arrivent à prévoir les crimes. Donc t'es arrêté 5 minutes avant de tuer ta femme quand tu la retrouves au lit avec ton voilà. Et en fait, c'est marrant parce que sur les meurtres, déjà ça pose un tas de problèmes, mais eux ils font le film que sur les meurtres, mais on pourrait très bien imaginer ça sur toutes les lois en fait, puisque si tu tuer c'est pas bien, mais voler non plus. Donc si on n'a pas le droit de voler, faut pas. Et au final, il y a plus de déviants. Et quelque part, les déviants, c'est la source de créativité, comme tu le dis. Donc une société qui est complètement légalisée et où il y a plus de crimes, c'est une société morte. Voilà. Et je peux te dire que aller à la tribune du Parlement défendre la déviance, c'est pas facile. Et pourtant, avec un début décentriste. Viva la révolution. Donc c'est là, mais je pense que ça c'est une vraie dérive de la société pour le moment et qu'on doit être extrêmement attentif. Mais dans tous les sujets. Aussi quand on parle de climat, qu'on juge tout le temps, qu'on pointe les comportements individuels, enfin toutes ces choses-là où petit à petit on est restreint. Alors il faut plutôt essayer d'inciter, de faire bouger la société de manière positive plutôt que chaque fois en la cadenassant, quoi. C'est une question aussi de confiance dans l'homme. Si tu as confiance dans l'homme, si tu as confiance dans l'humain, tu lui laisses sa liberté, tu lui laisses cette part de chaos. Si tu n'as pas confiance et que tu vois le mal et la peur partout, oui, alors tu es obligé de mettre des portes et des fenêtres, des rideaux partout. À quel moment ils ont perdu pied, les gars ? Parce que c'est un peu du bon sens quand même. Moi, si je racontais ça à mon grand-père, il me regardait et me disait, mais... Ouais. On t'a payé des études, toi. Pour ça, pour arriver à cette conclusion que... Je vais pas te dire ça. Franchement, moi j'ai l'impression d'avoir vécu ça petit à petit. C'est vrai que moi, un truc qui me rend un peu fou, c'est le casque de vélo, quoi. Alors, le casque de vélo. Obligatoire. Maintenant, il y a un débat sur le casque de vélo obligatoire. Et je dis pas, dans plein de situations, ça se justifie, mais cet espace de liberté. Et alors, j'ai vu dans des débats parlementaires, c'était pas en Belgique, c'est dans un autre pays, je sais plus lequel, un député avait évoqué le fait que maintenant il fallait rendre la chasuble fluorescente obligatoire sur les trottoirs. Donc tu te dis, on va loin quand même. Tu sais qu'en France, ils sont pas fans parce que Macron, les gilets jaunes, il l'a mal vécu. Mais c'est intéressant et c'est là que toi, comme effectivement, t'es un politique, je me dis, mais comment en ayant conscience de tout ça, comment tu supportes tes congénères ? À quel moment il y a une... Mais c'est parce qu'ils sont trop loin, ils sont trop riches, ils sont trop je sais pas quoi, enfin qu'est-ce qui... Parce que moi, mon laitier, là, j'achète du lait cru, jamais il arrive à des trucs pareils dans sa tête, quoi. Enfin, c'est... Non, mais t'as raison. Et je le vois parce que du coup, simplement pour juste d'aborder, du coup, ça a un impact ce que je fais. Quand j'ai fait ce salaire en Bitcoin, c'est pour moi, c'est pas, évidemment le grand public, mais c'est surtout par rapport à mes pairs. C'est-à-dire que ils se sont tout un coup dit, mais enfin, Christophe de Beukelard, on le connaît.
c'est pas un anarchiste, il est relativement raisonnable et il y va tellement fort sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi? Et donc, du coup, ils viennent quand même me parler et me poser des questions et ça permet d'engager le débat sur tous ces sujets-là, ce qui était très difficile auparavant. Mais moi, je pense que j'ai de la chance d'avoir rencontré des gens, celui qui a fait l'introduction ici de la conférence, j'en parlais tout à l'heure, Ramon Junquera, qui sont des gens, qui est un mentor avec une vision et en fait se laisser. Je pense que comme politique, il y a trop cette position de croire qu'on sait tout et de rester dans sa bulle, alors que moi, une personne comme ça m'a ouvert les yeux sur une série de problématiques que j'avais pas avant et du coup. Voilà, c'est aller au contact. Ici, allez, à Setwick, tu rencontres des gens de partout dans le monde qui viennent, etc. Je pense qu'il y a peu de députés qui se mettent dans ces situations-là. Et donc, je pense qu'on est trop... C'est le monde politique qui est trop tourné sur lui-même, qui est trop en chambre, qui est trop à l'intérieur des parlements et pas assez sur le terrain, en contact avec la vraie vie. S'ils m'entendaient, ils vont pas être contents, mais c'est avec des situations ou des environnements différents de ceux dans lesquels ils évoluent d'habitude. Bon, Christophe, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il serait possible d'organiser une session d'information? Je déteste quand on dit qu'il faut éduquer les gens. Parce que éduquer les gens, c'est... Alors, je comprends, hein, voilà, mais pour moi, je dis pas ça parce que c'est très condescendant. Ouais. Et en gros, c'est, bon, écoute, t'es un peu con sur les bords, on va soigner ça. Est-ce qu'on pourrait faire une session d'information avec des parlementaires européens, non pas pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais pour expliquer comment ça marche? Et pourquoi faire du crime sur Bitcoin, c'est quand même vachement plus compliqué que de le faire avec du dollar. Donc, est-ce qu'on interdit le dollar? Enfin, est-ce qu'on réglemente à mort le dollar? Pourquoi est-ce que consommer plus d'énergie pour miner, c'est consommer plus pour vivre mieux? Quand on parle d'extra capacité dans des pays en développement, sur du green, qui n'est pas en concurrence, etc. Quand est-ce qu'on peut se faire vraiment une formation où les gars, on dit, on va poser les choses, on va remettre les ordres de grandeur à leur place et on va causer, quoi. Je pense que s'il y a un axe qui marche pour parler à ces gens-là, c'est leur dire, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous mesurez qu'aujourd'hui, ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, ils sont en train de s'organiser pour faire rentrer la crypto dans le système monétaire et que la puissance des États-Unis, c'est pas uniquement leur président et leur taxi jaune, c'est aussi leur monnaie et qu'eux, ils l'ont bien compris et ils sont dans une logique de dire on va pas se faire voler cet outil-là. Et est-ce que vous voulez, vous comme Européens, de nouveau vous faire avoir une fois de plus? Et ça, c'est l'axe qui marche. Parce que là, ils se disent, ok, oui, alors quand on parle emploi, création d'entreprise, création de richesse, on doit vraiment prendre cet axe-là pour leur en parler, je pense. Moi, je suis tout prêt à organiser ça avec toi. Franchement, je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin et d'essayer d'en amener plusieurs dans une salle pour leur en parler. Tu le feras de manière beaucoup plus pédagogique que moi, donc si tu es prêt à contribuer. Donc, je dirais oui, c'est ce qu'il faut faire. Et par rapport à cet aspect condescendant, moi, je ne me sens absolument pas un expert dans le sujet. Je commence à avoir quand même une certaine connaissance, même de comment tout ça fonctionne, maintenant aussi du système monétaire. Mais tous les jours, j'en apprends. Chaque fois que tu sors une vidéo, je suis très content de pouvoir continuer à me former. Donc, je pense qu'on doit tous se dire, avec humilité, comme tu viens de le faire, en disant, oui, c'est pas venir vous faire la leçon, mais c'est vous partager quelques éléments clés que vous n'avez pas l'air d'avoir encore compris. Parce que c'est marrant, mais ces histoires de sécurité sur Bitcoin et on va dire les blockchains pour faire large, moi j'ai l'impression que les gars, ils commencent à vachement bien comprendre qu'on peut contrôler beaucoup plus. C'est-à-dire que, je veux dire, quand tu regardes l'euro ou le cash ou même les actions, il y a des fonctionnalités, des techniques, et puis il y a des puissances en place qui font que tu fais pas tout ce que tu as envie. Mais sur Bitcoin, je veux dire, ils commencent à dire, tiens, c'est marrant, si on met on pourrait mettre un KYC sur tous les wallets qu'on contrôle pas. Mais en fait, quelque part, c'est vachement bien, en fait. On pourrait vraiment tout contrôler si on veut. Enfin, est-ce que, globalement, ils ont pas l'intuition de se dire que s'ils veulent se lâcher, tout est possible, quoi. Et contrairement à beaucoup d'autres domaines où on peut pas avoir un contrôle aussi fort. Et je pense que, peut-être que petit à petit, c'est en train de percer, mais
je pense que le problème avec tout ce sujet, c'est l'incapacité de se projeter dans le futur et de se dire comment est-ce que le système à quoi il pourrait ressembler demain. Sous tous les aspects que tu viens de nommer, sous les aspects, comment alors est-ce qu'on fait fonctionner ce système financier décentralisé, enfin système monétaire décentralisé, centralisé, comment est-ce qu'on fait les ponts, etc. Et comme on n'arrive pas à se projeter, comme on n'arrive pas à imaginer les choses, du coup on ferme la porte pour pas se plonger dedans parce que ça paraît trop complexe, quoi. Donc je pense que l'information, c'est la première des choses, hein, c'est clair, pour petit à petit qui rentre dedans, mais donc... ouais, et peut-être que maintenant les choses deviennent quand même un peu plus mûres. Je pense que, allez, tout le débat sur MICA, TFR, etc., ça a quand même un peu fait bouger les députés. Il y en a quand même les débats ont été quand même intenses sur Twitter. Ça a bougé. Et je pense que avec le temps maintenant qui passe, l'intérêt grandit quand même un peu. Paradoxalement, même si voilà les résultats n'étaient pas terribles, entre-temps, ça a quand même permis de mettre le sujet à l'agenda et dans la tête de certains députés. On cause, mais au final, pendant ce temps-là, le premier stablecoin en euros, il va être américain. Ouais. Comment, enfin, c'est juste débloquant, en fait. Ouais. Et combien de temps on a, tu sais, on dit souvent pour le climat, on a 3 ans pour sauver le climat, etc. Qu'on a combien de temps pour sauver le tissu économique et la souveraineté monétaire ou la puissance monétaire de l'Union européenne par rapport à la crypto, sachant que les Américains, ils sprintent devant, quoi. Non, mais... un stablecoin euro backé par du dollar. Non, mais c'est pour vous... mais t'as raison, et donc c'est comprendre, du coup, la stratégie, quand même, qu'il y a derrière. C'est que c'est pas anodin, c'est pas juste pour se faire un peu d'argent, c'est parce que derrière ça, il y a un vrai enjeu mondial de souveraineté monétaire, souveraineté digitale, tout ça. Et donc, combien de temps est-ce qu'il reste c'est maintenant. Pour moi, c'est vraiment dans les tout prochains mois, toutes prochaines années, parce que une fois que ces bases-là sont mises, pour aller les déloger et pour changer ça, ça va être extrêmement compliqué. Et donc, ouais, je vais pas te dire que je suis un grand optimiste. Je pense qu'on doit, de toute façon, faire tout ce qu'on peut. Donc, voilà, ce sera toujours mieux que rien. Donc, je suis pas du tout désespéré. On va se battre, mais c'est inquiétant. Hein. Ouais. Et ouais, donc du coup, il y a moyen de se battre, il y a moyen d'arriver à faire quelque chose, par exemple sur MICA, sur TFR, est-ce que tu vois des avancées ou alors tu dis, voilà, les mecs, si on les prend un par un, 2 semaines, on en a pour 2 siècles. Enfin, ouais, est-ce qu'il y a une fossilisation un peu de l'Union européenne autour de la culture Europe en disant, on légalise d'abord, enfin, on fait le cadre juridique et après on fait, alors que aux États-Unis, ils laissent faire d'abord. Alors, il y a du bon et du mauvais, hein. Mais une fois qu'ils ont compris ou qu'ils ont observé des choses, ils disent, bah, tiens, ils ont beaucoup évolué sur leur notion de e-dollar ou je sais pas quelle connerie ils appellent ça, là. Et finalement, on est en train de se dire, tiens, peut-être que finalement, ils vont encore céder ça au privé une fois de plus. En disant, faites don, de toute façon, la NSA est avec vous. Et Google, on a du mal à savoir si c'est privé ou si c'est public. Enfin, en tout cas, les passerelles sont nombreuses. Mais on est dans une société... C'est, je pense, le miroir d'une société européenne qui a vécu longtemps sur ses acquis, qui a connu une très grande richesse et qui aujourd'hui est plus en train de regarder ce qu'elle risque de perdre que ce qu'elle peut gagner. Et donc, c'est en effet cet aspect... protection qui domine en permanence. Hein. L'Europe est là pour vous protéger. C'est ça la mission que beaucoup de députés européens se donnent, je pense. Et donc, moi, je pense que c'est très difficile de faire changer cette mentalité-là. Et ça va venir, je pense, plus d'entrepreneurs qui vont se bouger, qui petit à petit vont démontrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Mais c'est... Ouais, je suis pas super optimiste pour le moment, surtout quand on voit les délais, le temps que ça prend pour créer la législation européenne. MICA, ça fait... Et maintenant, voilà, on arrive un peu en bout de course. Moi, j'avais l'impression que votre président avait un peu changé son regard sur la chose, qu'il était prêt à aller un peu plus loin et que pour la fin de sa présidence européenne ici, enfin, la fin de la présidence de la France de l'Europe, il allait peut-être sur MICA, etc., essayer de changer un peu les choses en dernière minute. J'ai pas l'impression qu'il est là-deds pour l'instant, donc je sais pas ce qui va se passer. Et puis là, il a 2-3 petits problèmes de soldats, là. Il dit, ah putain, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais, et du coup, là, on a parlé de la monnaie et sur l'aspect DeFi, donc sur l'aspect construction d'un système financier parallèle,
C'est toujours la différence. Hein. La monnaie, c'est un moyen d'échange, un moyen de stocker la valeur. La finalité, c'est ça. La banque, ça vous transporte l'épargne de court terme dans le temps en épargne de long terme. Donc, une banque ne prend pas de risque, elle transforme. Parce que la DeFi, ça fait ça quelque part. Et puis, les marchés financiers mettent un prix sur le risque. Le métier des marchés financiers, c'est de pricer le risque. Quelle est quelle est la transformation à laquelle on est en train d'assister, où globalement, moi je le fais, ça va être le sujet de ma keynote là, à ton invitation, où on peut recréer un système financier et bientôt assurantiel en toute... je veux dire, moi, les banquiers, bientôt, j'aurai plus de banque, quoi. À quoi on assiste, là? Qu'est-ce que... Mais, de ce que moi, je perçois des choses, pour essayer d'approcher ça, c'est que au début, on gagnait sa vie par un métier. On avait un métier, on gagnait sa vie il y a très longtemps. Puis, elles sont apparues les sociétés. On a créé des sociétés, et donc avec un même métier, derrière, tu avais une société que tu créais et que tu pouvais créer plus de richesses sur base du même métier. Et aujourd'hui, on ajoute ce qu'on appelle la tokenisation, qui permet de rajouter encore une autre manière de créer de la richesse sur base de la même activité, quoi. Et donc, je pense que la finance, comme je vois la finance décentralisée, c'est la gestion de cette troisième manière de créer de la valeur, de s'échanger et de, du coup, créer de la richesse, en fait. Et créer, en fait, la richesse, c'est quoi? C'est plus de circulation de l'argent, mais du coup, en fait, de ce dont on a besoin. Je pense qu'on est dans un monde où on va plus pouvoir continuer à extraire des ressources et des ressources et des ressources. On va devoir faire un peu plus avec les mêmes ressources. Et donc, la nouvelle richesse, ça va être la circulation plus rapide des mêmes ressources, quoi. Et pour moi, la DeFi, elle vient faire en fait ça. C'est-à-dire qu'elle vient donner des outils pour faire ça. C'est une manière de le voir. Et si on va un peu plus loin, pourquoi les banques ont mis un petit peu de temps, mais pas tant que ça, à se jeter sur ce qu'on appelle le Web 2.0, à savoir l'arrivée des fintechs. Et puis, on a eu plein de banques qui ont créé leur petite fintech à elles, où elles en ont racheté, etc. Comment t'expliques que les banques ne se ruent pas sur la DeFi pour proposer des services, produits financiers, que sais-je, j'en sais rien, à leurs clients, pour être des acteurs, en fait, de cette transformation? Ils pourraient effondrer leurs coûts avec ça. Évidemment. Il y a quelque chose qui est assez incompréhensible et, à mon avis, qui vient du fait de ces titres de presse anti-Bitcoin qui ont fait qu'il y a eu un certain lobby, alors jusqu'à quel point est-ce qu'il était structuré ou pas, mais anti-crypto en général, qui fait que dès qu'on aborde ce sujet avec les banquiers, c'est la levée des boucliers. Et qu'est-ce qu'ils craignent? Ils ont peur de quoi? Je pense qu'ils ont l'impression qu'on va leur enlever leur pouvoir, leur enlever leurs revenus, leur enlever leur métier, en fait. Et ils comprennent pas que c'est à eux Mais c'est comme tout, hein, quand c'est pas les producteurs de bougies qui ont commencé à produire des ampoules, hein. À un moment donné, ça a été d'autres gens qui ont vu voilà. Et donc, moi, c'est ce que j'arrête pas de leur dire. J'avais encore le patron d'une des grandes banques belges, dont je tairai le nom, au téléphone, et je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte? Alors je lui disais, viens ici, viens, on a une semaine, c'est à côté de chez toi. Là, tu vas voir, tu vas voyager. Tu vas voyager, là. Sans ça sur forte garantie. Et il m'a dit, non, nous, on a des partenaires, parce que bon, c'est une banque internationale, enfin, qui a des filiales internationales, et qui disait, on a fait un petit projet aux États-Unis là-dessus, et on a décidé qu'il n'y avait pas d'avenir pour tout ce monde-là, donc nous, on n'y met pas les pieds, c'est décidé. Mais de manière catégorique, impossible de... Donc je pense que c'est Kodak qui dit, nous, on vend de la péloche, on est les appareils photo numériques, c'est de la blague, quoi. Exactement. Parce que moi, je compare ça à l'image du comptable. T'as un comptable, alors ça, c'est un métier qui est quand même assez vieux. Et globalement, avant, le comptable utilisait un boulier, et puis maintenant, il y a un gars qui arrive avec ses calculettes, et le comptable se sent menacé, alors qu'en réalité, c'est pas le comptable qui est menacé, c'est les outils qu'il utilise. Exact. Il peut tout rien se mettre à la calculette. Le vendeur de bougies, il est dans le business de la lumière, quoi. Enfin, s'il fait des illuminations de Noël ou des éclairages de rue avec des bougies, il peut très bien les faire avec des LED ou avec des lucioles ou j'en sais rien. Enfin... Voilà, je pense que petit à petit, il y en a qui vont s'y essayer. Je peux pas croire que ça va durer très longtemps comme ça. Je pense qu'à un moment donné, certains vont ouvrir les yeux, mais la question, à mon avis, ils seront peut-être déjà dépassés par les projets
de la DeFi qui est déjà installée, qui auront un pas d'avance. Bon, alors après, ils vont quand même avoir une force de frappe, etc., qui est quand même forte, parce qu'ils ont quand même des réserves et tout. Donc peut-être que là, certains acteurs vont réussir cette transition, mais j'ai peur qu'il y en ait très peu. Et du coup, ils vont rester sur le côté. Du coup, ils vont continuer à essayer de freiner, à faire du lobby anti, etc. Donc ça, ouais. J'avais posé la question à la CEO de Kaiko, qui est une société qui fait de la data analysis pour les marchés comme Bloomberg. Okay. Et j'avais demandé, est-ce que c'est Bloomberg qui va racheter Kaiko ou Kaiko qui va racheter Bloomberg? Et est-ce que, elle était très polie et très discrète. J'espère avoir une info. Mais voilà, l'idée, c'est est-ce que les banques ont cette capacité à quelque part imagine qu'une banque annonce qu'elle fasse une DAO. Ben oui. Tu te dis, mais ça ressemble à quoi une DAO? Parce que par définition, et puis tu vois, avec une société pyramidale et hiérarchisée et très institutionnalisée, enfin... Est-ce que voilà? Mais c'est à inventer. Et ici, enfin, il y en a qui le font. Il y a des, moi, je connais une boîte qui est en train de cartonner dans tout le domaine de la mobilité. Et en fait, c'est une boîte qui a été créée par une grande marque automobile. Ils ont créé un sort de start-up studio dans lequel maintenant ils sont en train de racheter plein de start-up dans la mobilité partagée, etc. Et ils sont en train de cartonner. Et donc ils ont compris ce shift. Donc je pense que rien n'empêche une banque de le faire. C'est encore difficile à conceptualiser, etc. Je ne sais pas exactement à quoi en effet tout ça pourrait ressembler. J'en sais rien, mais rien ne les empêche de le faire, sauf l'aspect culturel. Je pense qu'il n'y a que ça. Est-ce qu'on pourrait imaginer que la Belgique adopte Bitcoin comme monnaie légale? De nouveau, rien ne nous empêche, rien ne nous en empêche. Mais ça n'arrivera pas tout de suite. C'est dommage parce que s'il y a bien si on veut pouvoir signifier quelque chose comme petit pays, avoir son mot à dire et concurrencer quelque part les grands pays à certains aspects, on doit pouvoir compter sur nos forces qui sont l'agilité, la flexibilité d'un petit pays qui peut prendre des décisions et qu'un grand pays ne peut pas toujours faire parce qu'il a d'autres enjeux. Donc évidemment, on serait un lieu idéal pour faire ça. Peut-être le Luxembourg à côté de chez nous encore plus, mais nous, on pourrait évidemment le faire. C'est pas pour rien que ce sont des tout petits pays. Là, El Salvador, c'est pas un grand pays qui prennent ces décisions en premier lieu. C'est parce que ils peuvent prendre ces risques que des gros peuvent pas prendre. Mais donc, je pense que on devrait être, si on regarde dans le monde occidental, on devrait être un des premiers pays à s'y pencher. Mais bon. Aucune illusion sur parce que je te vois sourire en disant attends, tu crois que c'est possible? Non, j'ai aucune illusion. Non, arrête tout de suite, t'atterris. Est-ce que on peut parler un peu de mining? Parce que il y a un côté politique aussi, si on peut adresser ça. Aujourd'hui, on est on va dire dans une folie rationnelle qui dit qu'il faut arrêter de consommer de l'énergie pour s'en sortir parce qu'on manque d'énergie fossile, on est sur un plateau et puis ça pose plein de problèmes, l'énergie fossile, etc. Bon. Et globalement, on est en train d'ancrer dans les esprits que consommer moins pour vivre mieux, ça existe. Alors qu'en réalité, l'histoire de l'humanité nous démontre que non. Le niveau de vie de l'humain, sa qualité, son espérance de vie est lié à la quantité d'énergie qu'il consomme. Donc on peut avoir une contrainte de 50 ans sur l'énergie parce que on n'a pas la fusion nucléaire et on a des petits problèmes d'énergie tout de suite maintenant. Et du coup, on manque cette idée. Bon, ok. Dans le mining de Bitcoin, on est dans une configuration tout à fait différente où là, il faut miner plus pour vivre mieux. Il faut consommer plus pour vivre mieux. Parce que les gens qui minent sur du noir et du gris, du charbon, du gaz, vont se faire découper. Si le mining progresse comme il a déjà sur sa lancée, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à toucher. S'il continue à aller s'implanter dans des pays en voie de développement qui n'ont pas d'énergie fossile, mais qui ont des ressources green en abondance et en extra capacité, les gars sur le charbon, le gaz vont se faire découper par le marché. Voilà. Il n'y a même pas besoin de réguler, ça va se faire tout seul. Qu'est-ce qu'on peut adresser? Et du coup, plus on consomme de l'énergie, plus on envoie de l'argent dans ces pays-là, plus ils se développent et plus l'impact sur l'environnement est bon parce qu'on va, même par les usages qu'on fait de Bitcoin, donc là je parle de Bitcoin, on va substituer des usages carbonés dans les pays riches
typiquement pour faire les systèmes de paiement. Vous avez plus besoin de Martine qui fait des allers-retours avec sa voiture, ou les camions Loomis, ou des tas de trucs comme ça qui tournent beaucoup à des énergies fossiles. Parce que globalement, Bitcoin va le faire, donc on va décarboner d'un côté et on va sécuriser la blockchain avec des énergies vertes de l'autre. Est-ce qu'on peut dire consommer plus pour vivre mieux aujourd'hui? Christophe, est-ce que tu... Mais non, mais je comprends la logique et je la défends tout à fait. Je pense qu'en effet, toute cette hystérie autour de la consommation électrique du Bitcoin est complètement surfaite et n'a véritablement aucun sens, en effet, quand on commence à se pencher vraiment sur le sujet. Mais c'est le premier sujet qu'on me renvoie en permanence. Hein. Donc ça, c'est vraiment... Sur Bitcoin? Ah oui. C'est le premier truc, c'est l'environnement. Et donc, avec en effet toute la logique que tu viens d'expliquer, qui est très juste et qui, à mon avis, en fait... une des manières de produire cette transition énergétique que tout le monde appelle ses voeux. Et là, tu leur réponds, mais non, t'as pas compris, Jean-Pierre, il faut consommer plus. Ouais, non, mais sérieusement. Je leur explique ça, je leur explique déjà aussi qu'il faut regarder à quoi ça sert. Parce que si, en fait, le problème, c'est que comme ils comprennent pas à quoi ça sert, ils ont l'impression qu'on consomme de l'énergie pour rien. Tandis que, il y a quand même un service qui est rendu derrière et donc ils méritent ça. Je pense juste qu'on ne doit pas tomber en tant que représentant du monde de la crypto et du Bitcoin en général c'est sûr qu'aujourd'hui, en Occident, là où on arrive à économiser de l'énergie, c'est plutôt positif. Je veux dire, si on arrive à consommer moins et avoir le même confort, mais avec moins d'énergie parce qu'on a de la technologie plus performante ou parce que on se dit quand même que, et ça je pense aussi on a une manière de consommer aujourd'hui qui ne rend pas toujours plus heureux. Je dirais à un moment donné, oui, sur le très très long terme, mais dans nos sociétés occidentales, c'est pas consommer un kiwi de plus qui vient de l'autre bout de la planète qui va nous rendre plus heureux. Donc il y a quand même, ça c'est vrai aussi, tu vois. Donc je pense que les deux discours sont pas incompatibles pour moi. Alors là, on n'est pas à un kiwi près. Hein. Quand on parle de crise énergétique, d'autant que la crise en Ukraine a accéléré les choses d'une façon considérable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la Russie nous coupe le gaz, c'est pour pas qu'on fasse des réserves pour cet hiver. Hein. Faut pas se tromper. Parce qu'ils ont bien vu qu'on achetait 30% de gaz en plus, qu'on faisait pas couler l'eau dans les barrages pour la garder pour l'hiver. Donc comme a priori, ils se disent que la guerre est peut-être pas finie pour tout de suite, ils nous ont mis au régime sec, quoi. Donc on a effectivement des vrais problèmes de court terme. C'est l'Union européenne, je crois, qui prévoyait dans un de ses documents une décroissance de la consommation énergétique de 27% de mémoire sur 20 ans, un truc comme ça. Donc pour dire clair, 27% de décroissance de consommation d'énergie au total, ça veut dire que vous prenez votre train de vie, vous en enlevez 27%. C'est direct. Donc là, on parle pas en kiwi, là. Hein. On parle d'une décroissance. Les années 30 à côté, c'est une petite promenade de santé, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr qu'on va devoir trouver d'autres solutions. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société quand même de consommation matérialiste extrême dans laquelle on est tombé et que je pense que le discours sur la sobriété énergétique, elle sert aussi à montrer aux gens que on ferait mieux de parfois un peu moins se tourner vers le monde extérieur pour trouver son bonheur. Voilà, ça après on glisse sur un autre sujet. Mais comment on fait pour enlever un quart de son train de vie en 20 ans? Ah oui, il y a pas de solution toute faite, mais on va aller, je pense, vers des temps quand même assez durs, hein, ça c'est sûr. Et tu parlais des gilets jaunes tout à l'heure, je suis pas sûr que c'était le point culminant de la contestation sociale des prochaines décennies. Je pense qu'il y en aura d'autres, parce que on est en effet face à des challenges d'abord extérieurs, c'est vrai, mais à des manières de les adresser qui sont pas tout à fait toujours les bons. Et donc, je suis d'accord avec toi que une partie, on peut pas croire qu'on va réussir, notamment à faire cette transition énergétique sans compter sur la technologie, sans compter sur de nouvelles formes d'énergie, des nouvelles sources d'énergie. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, ça doit pas effacer complètement le discours sur la sobriété énergétique qui a aussi sa place. Moi, je crois pas que c'est l'un ou l'autre. Est-ce qu'une crise plutôt de bonne taille, hein, là on est face à un truc plutôt bien dimensionné,
permettrait d'accélérer en fait les transitions vers alors les cryptos Bitcoin fixe pas tout this hein, mais est-ce qu'on a besoin d'une crise pour ouvrir les yeux et se dire ok, maintenant on prend tous les moyens d'efficience qu'on a sous la main et on les met en œuvre parce qu'en fait on est on n'a plus le choix quoi. Est-ce que dans l'histoire humaine, je pense que toutes les grandes transformations se sont faites à travers des crises. C'est comme ça. Je pense qu'on fonctionne comme ça et c'est assez normal. Et donc, il faut voir ces crises arriver, pas tant en se disant quelle horreur, mais comment est-ce qu'on va s'adapter, comment est-ce qu'on va grandir. Donc oui, moi je pense que ça va se faire dans la douleur. Si ça s'était fait... S'il n'y avait pas eu besoin des crises, c'est que ça se serait déjà fait. Donc, comme ça ne s'est pas fait, ça va se faire dans la douleur. Je vois pas autrement. Du coup, est-ce qu'on peut dire aux gens, faites-vous des wallets, dupliquez votre vie financière et bancaire sur la blockchain, ayez en fait un réseau qui fonctionne le jour où le premier réseau fonctionnera peut-être plus, quoi. Oui, alors moi, c'est pas l'apocalypse, hein, donc moi je pense que tout ça va se faire de manière très très pas à pas, par étapes. Mais organisé, en bon ordre. Non, ça là. On va faire une procédure, un plan sur 5 ans. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je dis à tout le monde qui m'approche ou qui me parle de ce sujet, c'est en effet commencer à préparer le futur, parce que le futur, il est plutôt par là. Donc oui, commencer à mettre les choses en place. Christophe, merci beaucoup. Merci à toi. Très agréable d'échanger avec toi. Ah ouais, c'est un plaisir. Et puis, j'ai noté, tu me prends une 50aine de parlementaires et puis au moins qu'on mette un niveau d'information, on filme et puis comme ça, on le donne aux autres. Mais quelque chose, tu vois, vraiment qu'on puisse faire de l'information neutre, en fait. Enfin, de l'info, comment ça marche, pourquoi c'est faire. Ouais, et on va faire ça avec les parlementaires, mais moi, un de mes grands combats aussi, c'est l'inculture financière globale. Hein. Donc, si je m'intéresse tellement à ce sujet et que j'en fais beaucoup avec cette week que j'organise ici, avec mon salaire, etc., c'est pour éveiller toutes ces questions chez le citoyen lambda, chez tout le monde. Et donc, je pense que l'éducation financière, tu le fais à travers ta chaîne, hein, évidemment, mais dans les écoles, elle doit rentrer aussi. Je pense que c'est vraiment important. Justement, mon mentor disait, l'ignorance financière, c'est le dernier privilège des riches. C'est par là encore qu'il y a énormément de choses. Et donc, au lieu de taper sur les riches, plutôt essayer pour la grande masse de step up en termes de connaissances financières pour pouvoir accéder à ces marchés financiers et participer à la création de richesses. Christophe de Beucquelard, merci beaucoup. Salut, à bientôt.